BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là sur BFM Business, Tech Co, la quotidienne. Chaque soir, vous le savez, on est là, 19h30, 21h, votre rendez-vous tech. Et pour ce deuxième jour, nous sommes toujours ici à l'événement Switch à Monaco, à l'occasion de cet événement organisé par EssilorLuxottica. On parle ensemble des lunettes connectées, de la vision et de l'optique de demain, avec un invité exceptionnel tout à l'heure. Paul Dussaillant sera avec nous. Sur notre plateau, c'est le directeur général délégué d'EssilorLuxottica. Quelle est la stratégie d'EssilorLuxottica pour les années qui viennent? Lunettes connectées, capteurs santé. Évidemment, tout cela est passionnant. Jérôme Colombin sera avec nous aussi, vous le connaissez, journaliste, podcasteur. Il nous donnera son avis justement sur les avancées dans le domaine des lunettes connectées. Et puis, je recevrai Angelo Darleo. Il est chercheur en neurosciences et il invente en fait les capteurs qu'on aura peut-être demain dans nos lunettes pour détecter des maladies avant qu'elles n'apparaissent. La prévention, encore une fois, au cœur de cette technologie. Un grand merci d'être là, bienvenue. Tech Co, la quotidienne, donc depuis Monaco, à l'occasion de l'événement Switch. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech Co, la quotidienne, deuxième émission ici depuis Switch à Monaco, à l'occasion de cet événement organisé par EssilorLuxottica. Pendant 48 heures, on essaie d'explorer l'avenir de ce secteur incroyable qui est l'optique, mais aussi les wearables, la medtech, les lunettes connectées, avec des invités prestigieux, notamment tout à l'heure, je vous le disais dans le sommaire, Paul Dussaillant, le directeur général délégué d'EssilorLuxottica, qui répondra à mes questions. Mais je suis très heureux d'accueillir, pour débuter, mon camarade Jérôme Colombin, qui a fait le déplacement aussi, qui est là à Monaco. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et je me disais que ça nous faisait, ça nous rappelait de bons souvenirs, parce que il y a une époque, pas si lointaine que ça, on venait là souvent parce qu'il y avait un salon sur la tech et on faisait des émissions ensemble. Jérôme Colombin, qui est journaliste et auteur du podcast Monde Numérique. D'ailleurs, j'imagine que tu vas faire une émission spéciale liée à ce sujet qui est passionnant, que tu découvres en fait. Alors, les lunettes connectées, tu connais très bien, mais rentrer comme ça dans ce secteur assez finalement inconnu pour nous, journalistes tech, c'est assez intéressant. Oui, moi, EssilorLuxottica m'a invité, je me suis posé les questions, puis finalement, en creusant un peu, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses à raconter, que je vais pouvoir raconter dans Monde Numérique, parce que les lunettes aujourd'hui, c'est un formidable terrain d'innovation, à la fois pour améliorer la vue, ce qui est la fonction première des lunettes, bien entendu, sauf les lunettes de soleil, qui ont d'autres fonctions plus esthétiques et mais qui protègent la vue aussi. Voilà, mais surtout, au-delà de la vue, aujourd'hui, on s'aperçoit que les lunettes peuvent permettre de faire des tas d'autres choses. On voit les capteurs médicaux qui commencent à arriver, des capteurs de santé, et il y a évidemment les lunettes connectées qui permettent de filmer ou qui permettent d'afficher des images sur... Bref, les lunettes, ça part un peu dans toutes les directions, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu assis sur un tas d'or peut-être, mais en tout cas sur un potentiel énorme, c'est qu'il y a des millions de gens qui portent des lunettes, et donc c'est un wearable entre guillemets que des millions de gens ont déjà sur la figure. Il suffit d'y rajouter un petit peu d'électronique pour que ça devienne des objets super. Et on fait l'analogie avec la montre connectée que tu portes, parce que c'est vrai que aujourd'hui, et c'est un peu l'objectif d'EssilorLuxottica, mais aussi de tous les géants de la tech actuels, c'est de mettre un maximum de capteurs, d'intelligence dans ces lunettes pour que, comme la montre, on puisse avoir des données santé, un accompagnement audio, etc. Donc ça a quand même des avantages, des lunettes par rapport à une montre. Tu parles de l'audio, effectivement, l'une de leurs innovations qui est présentée ici, qui n'est pas nouvelle mais qui vient de s'améliorer, il y a des nouvelles versions, etc. C'est ce système, depuis l'acquisition de la start-up Nuance. En fait, ce sont des lunettes qui, au lieu de corriger la vue, corrigent l'ouïe. De quelle manière? Eh bien, avec tout bêtement un système de micro, d'amplification, et c'est pour des gens qui commencent à avoir un petit peu de déficience auditive, ce qui est un phénomène tout à fait normal lié à l'âge. Bien sûr. C'est-à-dire que je vais te regarder, le micro va pointer vers toi finalement, et tu vas m'entendre beaucoup mieux. Concentrer ta voix en fait et la réamplifier dans les petits haut-parleurs qu'il y a dans les lunettes. Exactement. Alors c'est important pour par exemple des tas de situations. Moi je l'ai vécu plein de fois. Je reconnais. J'ai une ouïe qui est plutôt bonne, mais malgré tout, tu vois, dans des réunions, quand il y a beaucoup de monde qui parle en même temps, etc. Parfois tu as du mal à entendre une personne qui est à 1m50 de toi en réalité. Donc ça c'est vraiment intéressant comme innovation. Après il y a un côté aussi socialement c'est mieux accepté que un appareillage. Il y a aussi les AirPods qui font ça, qui sont sur ce segment-là. Tout à fait.
qui Tout à fait, mais les deviennent AirPods- des aides auditives. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre et après Non. c'est chacun choisit Bien sûr. l'outil qu'il veut utiliser. Et c'est vrai que si on est habitué aux AirPods, on va peut-être rester sur ce type d'écouteurs. Mais en revanche, je discutais ici avec des gens qui, avec ce type de lunettes amplifiées ou simplement avec des écouteurs, peuvent avoir cette fonction d'amplification, mais aussi tout simplement le main libre, voilà le Oui, parce le que c'est système connecté main au libre. téléphone aussi, bien sûr. Donc tu peux passer tes coups de fil. Il y a des micros. Des coups de fil, des visios, on peut faire tout ce qu'on fait avec des écouteurs. Après, c'est bien beau, Jérôme, Ouais. mais il y a l'autonomie. Alors exactement. Et ça, c'est Ouais. un vrai problème. C'est-à-dire que ça ne se substitue pas à une paire de lunettes. C'est-à-dire que ça va pas marcher toute la journée. Non, mais alors ce qu'il nous explique, ce qui est pas faux, hein, c'est qu'en fait, ce sont des fonctions supplémentaires dans les lunettes et qu'on ne va pas activer forcément toute la journée. Le fait d'avoir des difficultés de compréhension parce que tu es dans un environnement très bruyant, Oui, bah, tu vas peux peut-être activer la l'activer. fonctionnalité. Ouais. Tu l'actives quand on a Oui. besoin. Ça Mais dure une la heure ou fonction deux. main libre, tu es obligé de l'allumer tout le temps pour passer tes coups de fil, tu vois. Enfin, si tu passes 10 coups de fil 24 heures sur 24, oui. Mais sinon, tu peux parfois te déconnecter aussi. Après, cela dit, c'est un vrai problème. Et je pense que c'est quelque part un petit peu leur limitation. Parce que mettre plus de batterie, mettre plus d'électronique, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire mettre plus de poids. Et c'était le gros handicap des lunettes connectées pendant très longtemps. Le poids. Là, ils ont fait énormément de progrès. Grâce à la miniaturisation, elles deviennent de plus en plus légères. Mais jusqu'où ça peut aller? C'est-à-dire que tant que ça va aller à la vitesse de la miniaturisation. Et aujourd'hui, je regardais les différences de poids entre des lunettes et une montre connectée, par exemple. Des lunettes connectées, c'est environ entre 30 et 60 grammes. Une montre avec le bracelet, ça peut aller jusqu'à 80, 90 grammes. Donc finalement, il y a plus de potentiel. On n'accepte plus volontiers une montre un peu lourde que des lunettes un peu lourdes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais encore une fois, il y a l'audio, alors que tu n'as pas sur les lunettes. Ah, bien sûr, mais Donc, l'un ne remplace pas l'autre. Tout c'est ça qui est intéressant. Très complémentaire. Et alors, j'imagine que si tu t'es renseigné aussi sur ce switch, finalement, qui est en train d'opérer ici Luxottica, qui est une boîte qui fabriquait à la fois des montures et des verres, et qui veut se tourner vers la medtech, avec donc les lunettes nuances. Il y a plein d'autres projets, le fait de détecter des maladies aussi oculaires en amont, justement pour essayer de les soigner le plus tôt possible. Je trouve que c'est intéressant d'entamer cette transformation qui est gigantesque, en fait. Ouais, tout à fait. Il y a des choses contre la myopie, par rapport à la myopie notamment, qui sont montrées. La myopie, aujourd'hui, on la corrige, mais on la soigne pas. Mais en revanche, on peut empêcher son développement, et notamment quand on s'y prend très tôt chez les jeunes enfants. Et donc, ils ont mis au point un verre qui, en principe, ralentit le développement de la myopie, sachant que la myopie, en fait, on s'en doute pas forcément, mais ça peut être le signe avant-coureur d'autres maladies pour quand on sera à un âge plus avancé. Donc, il y a un vrai enjeu de santé derrière ça. Voilà, bon, il y a plein ça progresse. Je sais pas à quel ça ne progresse pas aussi vite que la technologie. En réalité, ça reste une industrie qui est assez lente, finalement, on a l'impression. Ouais, c'est clair. Après, on se rend compte aussi qu'il y a une accélération sur les lunettes connectées. Alors, il y a ce partenariat avec Meta, les Ray-Ban Meta, et on en parlera d'ailleurs avec Paul Dussaillant tout à l'heure. Ils explosent les chiffres de vente. C'est un vrai succès. Ce partenariat apporte vraiment de la valeur. Mais il n'y a pas que. On sait que d'autres vont arriver. On murmure qu'Apple devrait sortir des lunettes connectées. Il y a ce projet Samsung, Google aussi, les lunettes devraient arriver cette année. Donc, on va se retrouver dans un environnement très concurrentiel. Oui, mais je pense que c'est super intéressant parce qu'il y a une vraie mutation. D'ailleurs, c'est amusant, on commence à parler de lunettes numériques et de lunettes analogiques. Et c'est-à-dire que demain, ou même dès aujourd'hui, quand on va chez l'opticien pour acheter ses lunettes, eh bien, les commerçants vont commencer à nous poser la question. Analogique ou numérique ? Vous voulez de l'analogique ou du numérique ? Analogique, ça veut dire sans techno. Sans techno, voilà, exactement. Des lunettes normales, voilà. On va dire. Et numérique, c'est par avec exemple les lunettes Meta. Mais, et alors moi je suis fan de ce type de gadget, tout comme toi évidemment, qui permettent de filmer, qui permettent pour les Ray-Ban Meta Display d'afficher des informations, mais on sait que ça pose des problèmes. On sait qu'il y a un gros problème d'acceptation par la population qui, avec la crainte d'être filmé en permanence, même s'il y a cette petite lumière qui s'allume dès qu'on filme, etc. Donc en fait, c'est super, il y a plein d'innovations, mais j'ai un peu l'impression que cette industrie de la lunette va vers des problèmes qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent, qui vont être des problèmes éthiques, qui vont être des problèmes de vie privée, de traitement des données, de confidentialité, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont dotés, je crois, d'un comité éthique et scientifique où il y a le prix Nobel Alain Aspect. Cela dit, après, on parlait tout à l'heure du succès des Ray-Ban Meta. Ce sont des lunettes qui se vendent beaucoup, donc il y en a de plus en plus.
il n'y a pas vraiment de drame, si tu veux, Non. de confrontation entre des gens qui portent des Ray-Ban Meta et qui vont se faire interpeller par des personnes qui leur disent bah, vous êtes en train de me filmer ou pas. Enfin, on se souvient à l'époque des Google Glass, c'était un vrai problème. Il y avait des ingénieurs qui descendaient dans la rue et qui se faisaient attaquer par des passants en disant mais vous êtes en train de me filmer, etc. On a l'impression aussi que la société évolue peut-être aussi. Mais il va falloir voir où est le seuil d'acceptabilité de toutes ces technologies. Après, tu vois, est-ce que dans une intimité relative, c'est-à-dire qu'on est en train de déjeuner en famille, etc., est-ce que ça peut pas créer des tensions, le fait d'avoir des discussions parfois un peu, tu vois, un petit peu costaud, quoi, sérieuse, un peu musclée, et de se dire bah tu t'es pas en train de me filmer ou de m'écouter, etc. Enfin, il y a toujours ça, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a le côté, il y a les craintes. Alors c'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas beaucoup d'incidents. C'est un peu des vigies, toutes les personnes, les associations qui sont très à cran sur les questions de vie privée qui montent au créneau aujourd'hui. Mais surtout, il faut pas oublier que les problèmes éventuels, ils sont liés à des utilisations déviantes, c'est-à-dire filmer les gens contre leur gré, diffuser leur image contre leur gré, etc. Mais c'est pas le produit en lui-même qui pose problème. C'est l'utilisation déviante qui en est faite. Je veux dire, avec un smartphone, tu peux filmer, tu peux enregistrer, tu peux harceler quelqu'un, etc. Donc, moi, je ne remets pas du tout en question le principe, simplement. Il ne faudrait pas que trop de gens se braquent contre ces outils-là qui, par ailleurs, offrent des possibilités géniales pour faire du sport, pouvoir filmer en faisant du sport, etc. Ça, c'est le confort, mais il y a plein d'applications professionnelles qu'on ne soupçonne pas. Mais dans des tas de métiers, il y a énormément on parlait d'agriculteurs qui ont besoin, dans certaines situations, d'envoyer des photos de leur bétail, mais ils sont les deux pieds dans la boue, les mains dans la boue, ils vont pas prendre une tablette pour prendre leur téléphone et tout. S'ils peuvent tout faire avec leurs lunettes, avec commande vocale, je veux dire, il y a un véritable bénéfice, c'est formidable. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que aujourd'hui, donc les Ray-Ban Meta sont un succès. Il y a ce partenariat entre EssilorLuxottica, mais ça va être intéressant de voir ce que va faire Apple. Parce que ce qu'il y a d'important, c'est le design, c'est le style que donnent les lunettes. Et alors, Apple arrive sur un terrain qui est totalement nouveau pour eux. Créer des lunettes, Apple, ils savent pas faire. D'ailleurs, je crois qu'il y a une news qui est tombée là il y a quelques heures. Apple déjà travaille sur 4 designs différents pour ces lunettes connectées. Mais tu vois, est-ce que par exemple, pour une boîte comme EssilorLuxottica, ça n'a pas de sens aussi de se désengager, en tout cas d'avoir plusieurs partenaires, pas que Meta, finalement, et d'être agnostique. Tu vois, t'as tes Ray-Ban, finalement, tes Ray-Ban, je veux l'écosystème Apple, je le mets, je veux l'écosystème Google, je le mets, je veux l'écosystème Meta, pas de problème, mais hop, je suis un peu en retrait, finalement. Oui, et là, il faudrait pas que la toute-puissance de Meta ne les étouffe un peu trop et qu'ils aient du mal à s'en sortir. Effectivement, ils auraient tout intérêt à se diversifier. Après, il y a des trucs, moi je suis pas un spécialiste de la lunette, mais je crois savoir que par exemple, quand tu prends les modèles iconiques, les Wayfarer de Ray-Ban, en fait, il n'y a pas de brevet là-dessus, je crois. Donc n'importe qui peut les copier. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est le cas. Donc finalement, n'importe qui peut faire des Wayfarer-like. Mais pour un Apple, ils peuvent pas se permettre de faire des lunettes qui ressemblent à des Wayfarer. Sauf que les seuls qui le feront bien, c'est Ray-Ban. Mais bien sûr, évidemment. Bien sûr. Et puis, tu as le logo. Enfin, il y a tout un côté socialement qui est hyper important, quoi. Tu vois, il y a un côté statutaire finalement dans ces lunettes. Ah oui, c'est vraiment plaisir. Après, Apple, enfin, cela dit, on peut attendre. Non mais non mais ok, Apple, l'intelligence artificielle, la voiture, le smartphone pliant, mais ils feront certainement un jour des lunettes, mais je sais que tu as fait des paris très engageants concernant le smartphone pliant. Je t'invite pas à faire un pari sur les lunettes. Ce sera pas pour tout de suite. Tu y crois pas, toi? Si, j'y crois sur le principe, mais on peut y croire, mais à quel horizon? C'est dans un an ou moi, dans je pense 5 que ans? ça va pas tarder. Je pense que ça va pas tarder. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le train en route aussi assez tôt. Alors, il y aura peut-être pas d'écran. Tiens, on va en parler des écrans parce que c'est intéressant, mais il y aura sans doute. En fait, ça sera quoi? Ça sera des AirPods, mais avec des verres et des branches, finalement. Mais je pense qu'ils le feront. Et peut-être une caméra. Ils le feront quand il n'y aura plus de contraintes, et de contraintes vraiment bloquantes, de poids, de durée d'autonomie, de reconnaissance vocale pour l'intelligence artificielle, quand l'expérience ne sera pas chaotique, tu vois. Tant qu'elle sera un peu chaotique, Apple, c'est l'une des particularités d'Apple, c'est qu'on est des users, on n'est pas des bêta-testeurs chez Apple. Moi, la question que je me pose aussi, c'est sur ces écrans projetés sur les lunettes, tu vois. Est-ce qu'on est prêt, nous, humains,
notre cerveau est prêt à avoir ce déferlement d'informations perpétuelles, tu vois. Là, ton téléphone, il sonne, bon, bah, t'as envie de le voir, tu le vois. Ouais. Et si demain, t'as une notif qui apparaît sur ton écran alors que je suis en train de discuter avec toi, on l'a vu déjà avec les lunettes, avec les montres. C'était une vraie... Ouais. C'est un une problème vraie social, gêne. parce que dès qu'on regarde la montre, Mais ouais. la personne en face a l'impression qu'on s'ennuie quand on regarde l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Et là, tu vois, est-ce que finalement on est prêt à avoir de l'information en surimpression finalement dans nos tâches quotidiennes et dans notre quotidien? Ah, il y a un petit côté un peu effrayant. On a l'impression Mhm. que demain il y aura des armées de zombies, de gens qui regarderont, qui marcheront dans la rue avec. Déjà, on trouve les gens qui téléphonent ou un peu bizarres, mais là ils auront l'œil en l'air et ils verront plus. À mon avis, il y a beaucoup de travail pour les chercheurs et tous les Ouais. et tous les instituts d'études pour mener des études. Mais ce qui est là-dessus, hein. intéressant, c'est qu'il y a des défis technologiques, mais il y a aussi des défis sociétaux humains Ouais, qui sont exactement. importants et Tout à fait. et capitaux derrière. La tout ça. lunette, c'est un objet social Ouais, énorme. Et tu incroyable. disais la mode, Ouais. le statut, Bien sûr. les usages. Et puis la question, etc. les gens qui n'ont pas besoin de correction, est-ce qu'ils vont mettre des lunettes? Et voilà, ça c'est toute Ça, une c'est une partie. question toute Alors, simple. oui, mais 100% des gens mettent des lunettes de soleil. Hein. Oui, mais tu mets pas des lunettes de soleil en novembre à Paris, tu vois. Non. C'est ça le problème. Sauf si t'es rockstar. Ouais, mais bon, on n'est pas tous rockstar, tu vois. En effet. C'est ça. Mais tout ça, c'est assez intéressant. Bon, voilà. Écoutez, on a creusé un petit peu ce sujet. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, si vous voulez avoir la vision de Jérôme sur ce sujet, Monde Numérique, bien Rendez-vous sûr, sur Monde Numérique en audio et en vidéo. audio, vidéo, et vous restez avec nous. On revient dans un instant pour la suite de ce Tech & Co, la quotidienne. On va s'intéresser, au cofondateur de l'association des opticiens de Savoie. Didier Rosset sera avec nous et on va parler innovation aussi avec notre invité dans un instant. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, toujours à Monaco, ici à l'événement Switch, et j'accueille sur ce plateau Didier Rosset. Bonsoir Didier. Bonjour. Vous êtes fondateur des opticiens Rosset, cofondateur de l'association des opticiens de Savoie. Vous êtes impliqué dans plein de choses sur l'intelligence artificielle, sur l'optique, et c'est intéressant d'avoir votre point de vue dans ce domaine. Déjà, présentez-vous, vous avez 2 points de vente, je crois, en Savoie. C'est ça, on a 2 points de vente, un à Drumettaz et un à Chambéry, D'accord, très bien. où on est opticien indépendant, on ne fait pas de pub, on n'est pas dans les réseaux de gestion. D'accord. Les gens viennent nous voir pour la qualité de notre parcours client. C'est compliqué d'être resté opticien indépendant aujourd'hui, en 2026. C'est aussi compliqué que passionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle d'IA, aujourd'hui, une monture et 2 verres, ça suffit plus. Ce qu'il faut, c'est rajouter de l'IA. C'est de rajouter de l'IA pour le confort Ouais. et le bénéfice de nos clients. Mais franchement, vous avez beaucoup de gens qui rentrent dans votre boutique, qui vous disent je veux des Ray-Ban Meta, je veux des lunettes avec des micros, des caméras, etc. Ou est-ce que c'est pas aussi impressionnant que ça? Non, mais nous, on a structuré notre magasin. Quand je dis que le métier évolue, nous, c'est un autre métier de vente de l'IA avec la lunette. Donc, on a formé des gens. Oui. On est allé voir tous les ophtalmos pour leur expliquer les bénéfices, entre D'accord. autres pour les malvoyants. C'est que les lunettes, elles peuvent vous donner ce qu'il y a à la télé ce soir en programme, si le jambon est toujours bon, ce genre de choses. Donc, l'approche est complètement différente. Et nous avons structuré nos ventes en 2 parties. Les opticiens et la vue, et nos jeunes collaboratrices qui maîtrisent parfaitement les smartphones et qui prennent en charge tous nos clients pour leur montrer comment ça marche et ce que ça peut leur apporter. Oui, donc il y a une mission aussi d'aide. Complètement. Finalement, quand on commence à avoir des handicaps. Finalement. Complètement. Le C'est chef de l'hôpital ophtalmo, il dit, moi, ça me fait plaisir que tu me présentes ce produit. Ça fait 10 ans que je dis à mes gens qu'on de la basse vision, je dis, je peux rien pour vous. Et aujourd'hui, on peut leur donner un message d'espoir. Alors, il y a une autre vision qu'en étant tous les jours au magasin, on s'aperçoit. La dernière qu'on a fait, c'était un monsieur qui avait une très grosse situation des entreprises. Ouais. Et quand on arrive à la retraite, le téléphone sonne moins, ce genre de choses. Et en réalité, on les remet en selle par rapport à la tech, par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, c'est plus le retraité qui mange. Avec nuance, c'est fabuleux par rapport à l'audition, parce qu'il participe au repas. Dans la stratégie... Oui, donc les lunettes nuance, rappelons-le, ce sont des aides auditives, des aides des auditives. micros qui vont amplifier en fait le son et le restituer dans les branches finalement, et amplifier le son de la personne qui est en face de vous. Complètement. Alors du coup,
Moi, ça fait 50 ans que je vends des lunettes. Aujourd'hui, je vends des lunettes. Vous avez commencé très jeune, dites-moi. Oui, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 17 ans. Ah ouais. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour Nuance, ce sont les petits-enfants qui vendent des lunettes à leur grand-père en sautant une génération. Oui, parce que eux sont sensibles à la techno. Bien Ils disent, sûr. bah, papy, ça peut t'aider. Exactement, on les remet dans le game. C'est dingue, c'est Oui, intéressant. oui, c'est passionnant. Dans vos points de vente, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous, en fait, faites un check-up de la vue de tous vos clients qui viennent. C'est ça. Alors, vous avez du matériel pour ça? Alors, on a le matériel complet de chez Essilor qui nous permet de tout faire. Je dis simplement à mes clients qu'on a 2 yeux et une image. Ce qui est important parce qu'aujourd'hui, les examens de vue qui sont faits classiques, on fait l'œil droit et l'œil gauche, et la vision binoculaire, on ne la fait pas forcément. Donc nous, on est spécialisés et à chaque fois, on fait de la vision binoculaire, ce qui nous permet d'orienter parfaitement le client par rapport au verre qu'il va acheter. D'accord. Donc ça améliore en fait le résultat après de sa correction. Ah ben, complètement. Son D'accord. confort, son genre de Mais choses. vous avez le droit de mesurer comme ça la vue de vos clients? Alors, on a le droit de faire des examens de vue puisque c'est dans le diplôme de D'accord. l'opticien. Mais Parce que souvent on va chez l'ophtalmo simplement pour avoir une ordonnance parce qu'il a checké notre vue et après on vient vous voir. Oui, mais si vous mesurez 1,50 m ou 2 m, vous n'avez pas votre même distance de lecture. Le smartphone, c'est très près, l'écran, c'est plus loin. Donc aujourd'hui, dans tous les progressifs, et ce qui fait la différence des verres progressifs, c'est toute cette vision intermédiaire. Là, vous êtes à 50 cm, alors que normalement, vous êtes à 33. Donc voilà. Donc on adapte les ordonnances des ophtalmos. Ils le savent. Et à chaque fois, on leur envoie un compte-rendu de l'examen qu'on a fait et ils nous renvoient l'ordonnance avec notre puissance. Vous y croyez, vous, aux lunettes connectées? Franchement, c'est une voie qui va exploser dans les années qui viennent. Comment vous imaginez, dans 10 ans, vendre des lunettes? Il y aura des lunettes normales et puis des lunettes connectées. Toutes les lunettes seront connectées. Notre métier doit s'élargir. Il faut que le métier d'opticien soit fait par des passionnés pour pas qu'on ait un stéréotype de vente. Dans 5 ans, 20% des lunettes seront connectées. Donc, on s'aperçoit, nous, que dans les ventes Ça veut dire que votre métier évolue aussi. Complètement. Donc, nous, on est proactifs par rapport à ça. Et le bénéfice pour nos clients va être important. On arrive de l'étranger où on a essayé des lunettes avec tête haute, ce que va faire Ray-Ban dès qu'on aura les autorisations. Et ça, c'est vraiment incroyable. Vous discutez avec un Chinois, c'est instantané. C'est-à-dire, alors expliquez-nous, on parle de quoi là? Des têtes hautes. C'est-à-dire quand on aura l'affichage à l'intérieur. Ah oui, l'affichage, d'accord. Donc, L'affichage. puisqu'il y a les Ray-Ban Meta Display qui ça. sont sortis aux États-Unis, pas encore en Pas Europe. Pas encore en Europe. Mais quand elles arriveront, on aura donc de la traduction Instantané. instantanée en sous-titres dans le petit écran. Exactement. C'est ça? Alors aujourd'hui, on l'a. Mais après, bon, on n'est pas tout le temps en face de personnes dont on ne comprend pas la langue. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc ça fait partie des voyages. Mais si on essaie de faire de plus en plus d'humains. Aujourd'hui, un retraité qui ne sait pas parler une langue étrangère, il hésite à aller à l'étranger. On a un tarif papier, puisque la stratégie, c'est que nos clients achètent le verre et pas moi qui le vends. Et on a une traduction d'un menu en anglais qui va leur traduire. Donc ça peut être une incitation à ouvrir le monde pour tous les seniors. Est-ce que ça change la manière dont vous fabriquez, enfin vous montez les lunettes et vous les on va dire, préparez pour les clients? Demain, avoir des verres avec des écrans et la correction aussi, le montage, ça change des choses ou pas sur votre métier? Sur le métier de base, non. Une bonne réfraction, c'est pour bien voir. D'accord. On entend beaucoup de choses, des gens ne sont pas très bien leurs lunettes, dû à l'examen que l'on fait avec la vision binoculaire. Le métier ne change pas. Il faut même le renforcer. Oui. Il faut que le niveau monte, puisqu'on est en train d'essayer de faire une licence au niveau de l'examen de vue. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et le reste, ça sera ce que je vous disais en début, ça sera un plus par rapport à votre vision. Quand on discute avec les dirigeants d'Essilor Luxottica, on se rend compte qu'il y a une vraie volonté d'aller sur le secteur de la medtech. C'est-à-dire que les lunettes deviennent proactives, vont pouvoir prévenir certaines maladies, capter notre fréquence cardiaque, pourquoi pas demain faire des électrocardiogrammes, etc., etc. Ça fait pas beaucoup de projets différents parce qu'il va falloir que vous expliquiez tout ça aussi aux potentiels clients qui vont venir vous voir. C'est pour ça que notre métier change et que nous, on forme tous les jeunes qui arrivent à ces nouveaux métiers. Le diabète, aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage du diabète.
Donc c'est très facile de le mettre dans la branche. Et vous voyez que, par exemple, il y a Apple qui pourrait sortir aussi une paire de lunettes bientôt. Oui. On en parle. Le fait qu'ils sortent des lunettes et qu'à votre avis, ils vont les vendre chez les opticiens, ces lunettes? Ou est-ce qu'ils vont garder leurs canaux de diffusion comme ils l'ont fait avec la Watch finalement et les vendre dans des Apple Store et sur leur site? Alors le problème, Vous n'avez pas peur un peu de ça, de voir ces Américains qui petit à petit mangent un petit bout de votre métier finalement? Non. Apple a vendu le dernier trimestre, vous me rectifiez si j'ai tort, jamais autant vendu de smartphones. Donc les premiers qui sont là-dedans, c'est Ray-Ban Meta. Donc c'est une histoire, une culture de la lunette. Donc moi je crois aux pionniers qui se sont lancés là-dedans et je suis très confiant sur le mélange des deux, de l'IA et des lunettes. D'accord. Bon écoutez, si on passe en savon, on viendra vous voir. Écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup Didier Rosset, vous êtes fondateur des Opticiens Rosset et cofondateur donc de l'association des opticiens de Savoie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne, on revient dans un instant, juste après cette petite pause, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business et j'accueille avec beaucoup de plaisir maintenant Paul Dussaillant. Bonsoir Paul Dussaillant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général délégué des Silor Luxottica. Vous êtes l'un des deux à diriger cette entité incroyable et vous êtes donc le mandataire social français. Je vous rappelle qu'il y a un autre mandataire social qui est italien et vous êtes en quelque sorte le député CEO des Silor Luxottica et le mandataire italien est Francisco Milleri. Merci d'être là. On va prendre une petite demi-heure pour expliquer un petit peu pourquoi nous sommes ici et cette transformation incroyable qui est en train de vivre en fait le groupe Essilor Luxottica. Paul Dussaillant, avant peut-être quelques chiffres, vous êtes présent dans 150 pays, 200 000 salariés, vous avez réalisé 28,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 et on sent que vous êtes en train de passer à la vitesse supérieure du côté du numérique avec les Ray-Ban Meta, mais énormément d'autres projets liés à la tech. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter le groupe Essilor Luxottica aujourd'hui, en 2026 ? Bonsoir. Avec plaisir, parce qu'en effet, je pense que c'est bien de repartir de ça et de l'idée de quel est ce groupe, quelle est sa personnalité et quelle est d'une certaine manière son originalité. En fait, ce que nous avons fait en 2018, nous avons combiné, et les mots sont très importants, deux entreprises européennes, l'une italienne Luxottica et l'autre française Essilor, pour en faire une seule entreprise. Et on a simplement combiné finalement les montures et les verres. Et vous savez, dans la vie des entreprises et dans la vie industrielle, il faut des idées stratégiques très simples. Donc le premier élan, c'était de constituer cette plateforme, cette One Company, partant des magnifiques savoir-faire d'Essilor dans la partie des verres ophtalmiques et des magnifiques savoir-faire de Luxottica dans les montures, les marques, la gestion des marques et le savoir-faire italien. Voilà. Et donc on a, je pense, avec réussite, Francesco Milleri, vous l'avez nommé, et moi-même, on nous a confié cette responsabilité de transformer ces deux entreprises en une seule entreprise. Et ce que nous avons fait, en gros, il faut dater ça des années 2020-21 jusqu'à 23. Là, il y avait vraiment un très gros travail pour réussir cette combinaison de complémentarité. Les mots sont ça a mis clés. pas mal d'années quand même. Non, ça a été très court parce que quand vous prenez 70 000 personnes de Luxottica avec une personnalité très forte, 80 000 de Luxottica, aussi des savoir-faire très propres. Et ensuite, en même temps, dans cette même période, nous avons lancé l'acquisition de Grand Vision, 40 000 personnes, 7 000 points de vente. Et en 3 ans, nous avons fait de tout ça une seule entreprise de plus de 200 000 personnes, vous l'avez dit, le chiffre d'affaires, vous l'avez dit, 600 sites industriels dans le monde, 18 000 magasins en propre, 300 000 partenaires opticiens, 70 plateformes e-commerce, gérant plus de 150 marques, énormément d'innovation. Donc, quand vous voyez ce travail pour constituer avec réussite, parce que c'est ça qui s'est passé, cette entreprise nouvelle, jeune, qu'on a tout de suite définie, et c'était très important de la part de Francesco et moi-même vis-à-vis de nos équipes de dire c'est une young company, c'est une jeune entreprise, et voilà. Donc ça c'est la première partie de l'étage de la fusée.
Et tout de suite, on s'est dit avec Francesco, avec notre leadership team, dont Christelle Baranger qui anime tout le switch ici qui d'autres. Qui était sur ce plateau voilà, hier. mais avec toute notre première ligne qui est faite de remarquables exécutifs. On s'est dit la trajectoire stratégique du groupe, c'est pas juste d'avoir mis les verres et les montures ensemble. La vraie stratégie du groupe, c'est d'emmener ce côté eye care, vision care, mais vraiment vers la gestion des pathologies visuelles et de tout ce qu'on appelle et qu'on a expliqué dans ces 2 derniers jours l'oculomix, c'est-à-dire vraiment l'œil qui est une fenêtre d'entrée vers la santé de la personne. Donc il y a toute une trajectoire stratégique qui va vers ça. Et dans le même temps, vous avez une autre révolution qui se passe, c'est que la lunette est en train de devenir une lunette connectée. Et donc, elle est en train de se doter de nouveaux pouvoirs. D'ailleurs, on a changé la vision du groupe de See More, Be More à Empowering Humans. Et c'est pas anecdotique, c'est très profond comme idée. C'est que vraiment, et toute l'industrie est face à un rendez-vous, et c'est pour ça que nous avons nommé cet événement Switch, est un rendez-vous qui est totalement transformatif. Et donc, nous, comme acteurs clés de cette industrie, on s'est dit, on doit doter cette industrie d'un rendez-vous où on met tous les professionnels ensemble et on partage tout ce qui se passe pour vraiment emmener tout le monde dans cette aventure. Voilà, en quelques mots déjà pour poser le décor. Oui, c'est un immense brainstorm de l'avenir en fait de votre activité. C'est intéressant parce que c'est à Monaco, qui est quasiment la frontière entre la France et l'Italie. Voilà. C'est assez symbolique aussi. C'est symbolique. Oh, il faut pas trop. Enfin, cela dit, il faut pas faire d'interprétation par rapport au fait qu'on est là. Non, c'est clair. Mais il fait beau, c'est un lieu qui est commode, c'est agréable, mais il n'y a pas d'autre symbolique. Voilà. Donc en effet, parce que vous parlez de côté franco-italien, on a créé un groupe mondial à partir de 2 pépites européennes. Et ça, c'est un message qui, pour l'Europe, est très fort. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'échelle dans le monde d'aujourd'hui. En américain, en anglais, vous diriez « you need to have the scale » pour prétendre adresser des enjeux tels que ceux dont je viens de parler, partir vers le medtech, qui est quelque chose de très naturel, parce qu'au cœur de nous-mêmes, il y a le vision care. Donc, mais c'est une prolongation beaucoup plus en profondeur vers santé visuelle, santé. Et la deuxième révolution, celle de la lunette des AI glasses, donc de cet objet que je porte et que vous portez, et qui devient un objet connecté, ce qui est tout à fait, c'est un challenge technologique incroyable, parce que ça pèse 50 grammes. Et dans 50 grammes, il y a une multitude de capteurs, une batterie, un processeur, des caméras. C'est un objet extraordinaire, et c'est en fait une Ray-Ban Wayfarer. Et c'est pour ça que c'était une décision tout à fait majeure de prendre comme le premier style dans lequel on allait embarquer de l'électronique et des nouveaux pouvoirs, la Wayfarer. Et ça, c'est d'ailleurs une décision dont il faut rendre hommage à Leonardo Del Vecchio, qu'il a pris en avril 2019 avec notre partenaire Meta, avec Mark Zuckerberg, de se dire, eh bien, nous ferons ça dans la lunette la plus vendue au monde, la Wayfarer Ray-Ban. Ce qui était une décision, ça, c'est une vraie décision d'entrepreneur. Parce que vous prenez votre modèle le plus vendu et vous pouvez pas échouer. Et c'est un succès. Et après, on foisonne le nombre de... Bien sûr. C'est le début de l'histoire en plus. C'est le début de l'histoire. Et ce switch est aussi intéressant parce que c'est le début de quelque chose. À quoi va ressembler, à votre avis, Essilor Luxottica dans quelques années ? Alors, vous fabriquerez toujours des lunettes, parce que ça, c'est, on va dire, quelque chose dont on aura toujours besoin, mais de plus en plus de tech, de la medtech, c'est ça, des lunettes connectées, de l'intelligence artificielle. À quoi allez-vous ressembler dans quelques années ? Alors, il faut prendre un peu de recul, c'est une merveilleuse question. Bon, d'abord, il faut bien garder en tête que nous avons un traditional business très solide et qui adresse un besoin de bonne vision pour vous, pour tout le monde, et de bon style. Donc ça reste quelque chose de fondamental et qui est d'ailleurs au cœur de notre relation avec les opticiens, avec les optométristes, avec toute cette communauté. Bon. Ça veut dire que ça reste votre cœur de métier, et ce pendant longtemps ou pas ? Alors, je n'aime plus parler de cœur de métier parce que finalement ça introduit une mauvaise idée. C'est qu'il y avait le cœur de métier et puis des choses nouvelles. Tout ce que vous avez décrit juste avant
est l'évolution de notre cœur de métier. Il n'y a pas d'opposition entre j'avais un cœur de métier et je vais avoir un nouveau métier. Le voyage dans lequel on est un continuum qui s'accélère et qui est très transformatif. Mais plus je vais aller faire du diagnostic de votre situation visuelle, plus je vais aller faire non seulement un eye exam, un examen de la vue pour vérifier votre besoin de correction, et ainsi de suite, mais je vais aller aussi vous prédiagnostiquer votre risque de glaucome, vos risques de DMLA, des risques de pathologie. Donc je vais de plus en plus faire le early diagnostic, qui est très important, et la prévention. De la prévention, de la prédétection, orienter tout ça dans l'écosystème, vers les ophtalmos ou avec les ophtalmos, vers des cliniques de l'œil, là où nous en avons, et petit à petit, aller aussi accompagner le patient. On a commencé à le faire dans certaines géographies comme l'Angleterre, le Benelux, l'Europe centrale, en ayant des cliniques qui sont en réseau avec tout notre réseau de magasins et des partenaires pour que le voyage du patient n'est pas juste « je vais vous équiper d'une paire de lunettes ». Je vais vous suivre tout au long de votre vie pour votre myopie si vous êtes un enfant et que vous avez des risques de myopie. Et en même temps, toute votre... Paul Dussaillant, juste avait une petite question avant que vous puissiez continuer. Mais toutes ces innovations ne seront pas dans les lunettes. Elles vont arriver sur des appareils que vous allez construire, qui seront chez les opticiens, chez les ophtalmos. Exactement. Donc on est en train de construire une plateforme de diagnostic et avec l'intelligence artificielle d'interprétation pour aider les professionnels dans un premier diagnostic, un premier statut. Et bien sûr... Mais ça sera où, ça? Chez les opticiens? Ça se passe chez les ophtalmos. Pour une partie, ça peut se passer chez les optométristes aux États-Unis, chez les opticiens, là où la délégation de tâches le permet. Donc il y a tout, et c'est un peu un sujet pays par pays, puisque les réglementations... Les législations Donc vous avez vraiment une trajectoire d'accompagnement sur tout ce diagnostic, et ensuite, potentiellement, si vous avez besoin d'une cataracte, vous êtes en Angleterre, je peux vous référer à Optegra pour s'occuper de vous, pour une chirurgie réfractive. Donc vous avez, ça c'est vraiment le voyage MedTech. Voilà, c'est cette plateforme, parce que la santé visuelle va devenir de plus en plus un enjeu sociétal. Pour l'instant, on est très curatif. Et en fait, on doit de plus en plus passer dans un mode aussi de diagnostic d'anticipation, comme pour plein d'autres pathologies. Donc ça, c'est une vraiment grosse accélération stratégique, sachant que la paire de lunettes connectées va, elle, embarquer un certain nombre de capteurs à des fins de santé et de monitoring de santé. Et de prévention aussi ou pas? De prévention ou de early diagnostic. Par exemple, on sait maintenant anticiper un risque cardiovasculaire. Alors c'est au niveau recherche. Comme le fait la montre en fait. La montre le fait, c'est ce que je vous fais pas, elle le fait en partie. Et donc, en fait, on va prendre une idée un peu plus différente. Le seul objet que vous portez qui est près de 3 sens, c'est votre paire de lunettes. Elle est près de vos yeux, elle est près de vos oreilles, elle est près de votre bouche. Donc, et puis évidemment, il y a aussi l'odorat et le goût, mais ça, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant avec mes lunettes. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des capteurs demain. Voilà, on ne sait jamais. Mais par contre, je suis à côté, avec votre rétine, je vois l'état cardiovasculaire, je vois des aspects neurologiques, et je suis près de votre cerveau, et de la tempe du cerveau, et donc je sais aussi mettre des capteurs pour mesurer l'activité cérébrale. Ça a été démontré ce matin dans une des keynotes avec live. Et le cardiovasculaire, c'est où? Alors, c'est l'analyse de l'œil ou c'est des capteurs qui sont justement dans les branches? C'est d'abord, je prends votre pouls, je monitore votre battement de paupières. Potentiellement, je peux vous faire un électrocardiogramme simplement en mettant le doigt sur la monture, et j'ai directement sur mon téléphone l'électrocardiogramme. S'il y a des choses bizarres, je vous dis de téléphoner, d'arrêter de faire du vélo, d'arrêter de courir, d'arrêter je sais pas quoi, et d'appeler votre cardiologue. Et ça n'existe pas encore. Ça, c'est des au projections. Niveau proto. Non, on a ça dans le laboratoire de recherche de Milan. Et ça va arriver. Ça va arriver, c'est les idées vraiment vers lesquelles, vous voyez. Donc vous avez une plateforme pour tout ce qui est diagnostic, instrumentation, tout ça
Powered by AI, et vous avez la lunette qui est en train d'embarquer de l'électronique en restant très vigilant sur le fait que ça doit pouvoir rester un compagnon, un objet léger. Donc, vous avez d'abord la fonction connectivité, c'est celle qu'on a fait avec les Ray-Ban Meta. Vous avez la partie audio avec nuance audio, donc toute la côté aide à la difficulté auditive, mais en gardant, en s'abstrayant du problème de esthétique. Oui. Voilà, donc Même s'il y a aujourd'hui des aides auditives qui sont invisibles quasiment. Oui, mais enfin c'est quand même une vraie barrière bien pour sûr, les gens. Bien sûr. Alors que si vous mettez une paire de lunettes, Il n'y a pas plus simple. Voilà, si elle est stylée. Mais aujourd'hui, c'est pas aussi efficace qu'une vraie aide auditive, on est d'accord. Non, mais pour tout ce qui est modéré à légère besoin d'aide auditive. De légère à modéré. Par exemple, ici, si vous avez un petit peu de déficience auditive et qu'il y a du bruit de fond, vous mettez votre nuance audio et vous avez une clarté d'entente de ma voix bien meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, le micro va suivre mon regard. C'est directif. Et il ne suit pas encore votre regard. Pour l'instant, il est directif. Il suit. En fait, il va aller pointer dans la direction que je regarde. Finalement. Il y a plusieurs micros sur la paire de lunettes. Okay. Il y a un logiciel embarqué qui en permanence optimise la prise de son et l'amplification du son. Voilà, ça, c'est nuance audio. Donc, vous voyez, on est en train de construire différents cas d'usage. Oui. Alors là, une petite clochette. Une on doit retourner. Vous avez invité la fée clochette, j'ai l'impression. Voilà. Donc d'un côté, je vous projette dans le MedTech, de l'autre côté, je vous projette dans cette lunette qui devient connectée et à laquelle on donne progressivement de plus en plus de cas d'usage. Et ça, c'est tout à fait incroyable. Aujourd'hui, avec notre partenariat avec Meta, nous sommes ceux qui ont alors en américain je dis crack de catégorie, unlock de catégorie, et ce qui était quand même loin d'être évident. Donc maintenant tout le monde dit ça y est, je vais lancer des lunettes connectées, certains l'ont fait, mais la catégorie est difficile parce qu'il faut concevoir le produit, il faut choisir les fonctionnalités, il faut avoir les plateformes, le design, les brands, la manufacturing et toute la distribution. Nous avons mis les Ray-Ban Meta, les Oakley Meta dans plus de 40 000 points de vente en moins de 24 mois. C'est colossal. Vous avez doublé, je crois. Non, vous avez les ventes de Ray-Ban Meta ont été multipliées par 2, je crois, non ? Les chiffres qui sont les chiffres. 200%, je crois. Oui, plus que ça. Mais les chiffres intéressants, c'est que on a en 2025 mis dans le marché 7 millions de Ray-Ban Meta. Voilà. Et auparavant, avant la connectivité, on était à combien ? De Ray-Ban, voilà. Ray-Ban, le chiffre qui est dans notre rapport annuel, c'est 37 millions de Ray-Ban sont vendus. Voilà. Donc c'est pas anodin. Ah non, c'est pas du tout anodin. Et en fait, c'est extraordinaire pour la marque Ray-Ban parce que si vous voulez, ça lui donne un côté extrêmement moderne, extrêmement innovant. J'avais une question là-dessus. Les Ray-Ban Meta, super produit. Aujourd'hui, c'est votre partenaire. D'ailleurs, Meta est monté dans le capital en fait de Decilor. Alors il y a une rumeur parce que il y a des seuils de déclaration auprès de l'AMF et le seuil de déclaration et de communication c'est 5%. C'est 5%, c'est ça. Et donc si il y a 2 seuils internes où ils doivent nous informer nous confidentiellement, voilà, qui sont à 1 et 3% dans nos statuts, et ça j'ai pas de commentaire à faire. Mais le seuil de 5% n'a pas été franchi parce que l'AMF n'a pas déclaré, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui vous avez ce partenariat avec Ray-Ban qui se porte bien. Avec Meta. Avec Meta, excusez-moi. Est-ce que on peut imaginer que vous passiez d'autres partenaires avec d'autres grandes big tech américaines ? On sait qu'Apple va sortir des lunettes connectées. Samsung y est. On peut imaginer que Google avec Samsung en sorte aussi. Est-ce que ce partenariat est exclusif ou est-ce que vous êtes finalement agnostique ? On peut imaginer que les Ray-Ban Meta ou les Ray-Ban deviennent demain finalement une espèce de monture connectée qui pourrait être accessible à plusieurs écosystèmes tech différents, finalement. Alors, il faut être très clair là-dessus. Notre partenariat est avec Meta. Il y a d'ailleurs, on l'a dit très clairement, il y a des notions d'exclusivité dans ce partenariat sur lesquelles on n'a pas donné les détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ray-Ban ne pourraient pas sortir avec une autre technologie que celle de Meta. Pour l'instant, c'est une technologie commune. Toute la fabrication des Ray-Ban Meta est faite dans les usines Decilor Luxottica en Chine et en Thaïlande.
donc c'est un partenariat entre Meta et EssilorLuxottica pour faire les Ray-Ban Meta, les Oakley Meta, et c'est une très belle réussite. Après, c'est pas limitant finalement? Non, c'est pas du tout limitant, puisque au contraire, ça nous a donné vitesse, pertinence. On a trouvé les cas d'usage, on a pu bénéficier des énormes capacités de Meta en software, dans tout son écosystème oui, tout l'écosystème, tout l'écosystème de Meta. Et nous avons amené dans ce partenariat nos marques, notre savoir-faire de conception, de design, de fabrication, de distribution. Et on a été très rapide. On a quand même lancé la deuxième génération de Ray-Ban Meta, la Ray-Ban fin 2023. Et c'est vraiment en 24-25 que ça s'est accéléré. Donc c'est 24 mois. Et si vous voulez, dans la vie, et je l'ai dit tout au début, il faut des projets simples, clairs, avec des partenariats clairs. Après, on verra bien ce qui se passe. Mais pour l'instant, on C'est intéressant ce que vous dites. On verra bien ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement, cette exclusivité... Vous m'avez pas laissé finir. Pardon. On verra bien ce qui se passe parce qu'on va déjà... Il y a des gens qui parlent de lancer des produits. Et je dis souvent, mais le plus tôt, le mieux. Qu'on voit quel produit, quelle fonctionnalité, quelle plateforme AI. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et comment ils les mettent en marché, comment ils adressent tout l'aspect vers de prescription. Donc, pour l'instant... C'est clair, notre partenariat c'est Ray-Ban Meta, c'est avec Meta et c'est ça qu'on déroule. Voilà. Mais est-ce que par exemple vous discutez avec Apple? Non. On sait que Apple a aujourd'hui un projet de lunettes connectées. Non. Pas de discussion avec. Non. D'accord. Non. Et votre objectif c'est justement notre objectif c'est que cette catégorie devienne relevant, que nous on va amener dans ce marché de plus en plus de styles. On vient de lancer par exemple une Ray-Ban Meta optique, vraiment qui est pour les opticiens, pour pouvoir vraiment... Avec des verres correcteurs, ce qui était possible avec les Ray-Ban. C'est possible avec les Ray-Ban Meta, mais là on a amélioré la manière dont vous pouvez ajuster la branche, on a donné aussi une flexibilité de 10 degrés sur la branche, on a changé le nose-pad. Donc c'est plus facile pour les opticiens de... C'est surtout plus confortable pour les utilisateurs. Déjà pour porter ça comme vraiment une lunette de vue, normal, corrigé. Donc, et évidemment, c'est plus facile pour les opticiens, puisque l'opticien aujourd'hui est le point d'entrée du consommateur pour son besoin. Et donc, nous, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est à embarquer tout cet écosystème pour que le consommateur ait envie d'aller chez l'opticien, chez l'optométriste aux États-Unis, pour s'équiper. Évidemment qu'il y aura d'autres canaux peut-être, et il y aura d'autres acteurs. On verra bien. Mais qui fait quoi, comment? Mais vous pourriez passer d'autres partenariats avec d'autres boîtes. Non, mais vous ne ferez pas dire ça ce soir. Vous pourriez me dire non. Je dis, on est en partenariat avec Meta. Et c'est ça qui nous réussit. Et on cherche à aller le plus vite possible. Meta vient de lancer son nouveau LLM, qui, à mon avis, a vraiment de nouvelles algorithmies très intéressantes. Qui est plus performant et qui sera peut-être plus pertinent sur les lunettes. Oui, et c'est compliqué, un AI qui travaille sur une lunette, puisque c'est multimodal. Et donc, c'est un LLM complexe. Donc, c'est pas si facile que ça. Et je reviens toujours, il faut aller vite avec un assortiment qui s'élargit, des marques qui s'élargissent, un AI qui devient de plus en plus performant. Voilà. Et pour l'instant, c'est notre focus. Question sur, on va dire, le contexte, on va dire, géopolitique. On voit que les relations entre certains gouvernements et certains continents et pays se tendent, alors qu'avant on ne voyait pas ça arriver. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe EssilorLuxottica est une société européenne. Est-ce qu'il est important justement d'ancrer encore cette spécificité encore plus finalement aujourd'hui? Non, j'adore votre question, elle est très très importante. Alors, on est clairement un groupe à racines franco-italiennes, avec des savoir-faire très profonds en France, qui se situent à Créteil, à Bastille, à côté de l'Institut de la Vision. On investit en France. On a également d'autres sites en France très critiques, comme Dijon, sur des technologies dichromiques. Donc, on a clairement
et on investit. On a construit un nouveau centre industriel au sud de Paris à Vissou. On est en train de construire le futur siège du groupe à côté de la gare d'Austerlitz à Lillo-Valubert. Voilà. Dans le même temps, on ancre aussi en Italie avec des investissements dans nos usines d'Agordo, Sedico, dans la Vénétie du Nord, à Milan. Voilà. Donc on a 2 écosystèmes très forts. Le centre de recherche de Polymie, je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais nous sommes un groupe global. Et donc bien sûr, on est, comme je l'ai dit, dans 150 pays. On fait près de 45% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc vous imaginez que c'est majeur pour nous. On a plus de 40 000 personnes aux États-Unis. C'est majeur. Donc on est très très déployé dans le monde entier. Donc on est un acteur global à racines franco-italiennes. C'est clair que notre ancrage européen, franco-italien, Francesco et moi-même et nos équipes, ils sommes très attachés. Mais notre force, c'est aussi d'avoir réussi à faire l'échelle au niveau global pour déployer tout ça. Ça, c'est vraiment une des forces et d'une unicité du groupe. Voilà. Si on se projette dans les mois qui viennent, il y aura beaucoup de nouveautés justement sur les lunettes connectées. Est-ce qu'il y a d'autres projets Ray-Ban Meta qui vont sortir? Est-ce que vous allez sortir vous-même les premières lunettes connectées EssilorLuxottica? Quel est le calendrier là pour les mois ou les années qui viennent? Écoutez, vous en avez vu, là on vient de lancer la Ray-Ban Meta optique, et donc oui, on est dans un rythme d'innovation. Est-ce que vous croyez à l'affichage justement dans les verres? Alors bien sûr, et il y a un produit qui est dans le marché aux États-Unis qui est la Ray-Ban Meta Display. Oui. Voilà. Qui n'est pas encore sorti en France, d'ailleurs, ni en Europe. Non, il y a une forte demande aux États-Unis, et donc pour l'instant on est concentré là-dessus, mais ça montre qu'on sait Priorité faire. aux États-Unis d'ailleurs sur ce. Pardon. Priorité aux États-Unis d'ailleurs sur ce modèle. Non, priorité, non, je crois pas qu'il faut le voir comme ça. C'est vrai qu'on a lancé par les États-Unis, notre partenaire le souhaitait, on l'a décidé ensemble. Ce qui est important surtout, c'est que ça montre qu'on sait faire une lunette avec un display. Là, c'est une technologie qui s'appelle des guides d'optique, des waveguides. Voilà, donc on sait faire. C'est monoculaire pour l'instant, donc c'est un peu plus lourd que cet objet. Mais ça montre que ça y est, c'est avec un wristband. Je cherche mes mots en français. En fait, c'est une espèce de bracelet, c'est un ça, bracelet, voilà, avec des capteurs qui vous permettent d'interagir sur l'écran en faisant des gestes. Vous bougez vos doigts et ça vous permet de bouger. Voilà. Donc ça montre qu'on a la technologie, on commence. Tout ça, c'est un voyage. C'est pas juste. Et donc, par contre, il y a une calendrier de nouveautés qui, en effet, est très rapide. Donc, vous devez imaginer le calendrier de nouveautés du groupe où il y a le métier traditionnel, des nouveaux verres comme Stellest 2.0, un nouveau Chrysal qui est un coating formidable qui a très peu de reflets. Et pour la vie connectée, les gens sont tout le temps là face à l'écran. Donc si je vous vois devant votre écran, vous allez avoir 2 petites taches bleues. Donc ce Chrysal Natural efface tout cet aspect-là. Donc il y a une grosse activité au cœur des verres, au cœur des marques du groupe EssilorLuxottica. Toutes les marques que vous voyez aussi ici ont toutes leurs collections nouvelles. Et dans le même temps, vous avez beaucoup de nouveautés au niveau de MedTech, les instruments d'Expansion, les instruments de SailView, de Heidelberg, et évidemment sur la plateforme AI Glasses à un rythme accéléré, parce que voilà, il faut amener des nouveaux produits dans Ray-Ban Meta, dans Oakley Meta, et peut-être dans autre chose après. Justement, il y aura d'autres licences qui vont se connecter. C'est un peu le sens de l'histoire, même si vous ne donnez pas aujourd'hui des marques, mais c'est un peu l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. On est d'accord. C'est l'idée que c'est une catégorie qui va se mettre au cœur de tout l'écosystème de cette industrie et qui va, et ça c'est tout à fait le début de notre discussion, c'est qu'en fait c'est un voyage qui s'accélère, qui est très transformatif, très stratégique et qui fait que finalement EssilorLuxottica et tous ces partenaires que nous avons ici avec nous à Switch, et on avait il y a un mois à Orlando Switch Americas, eh bien on les embarque dans ce voyage parce que finalement ils sont très légitimes pour y jouer un rôle absolument clé, mais c'est pas juste une petite transition, c'est un vrai switch. C'est pour ça qu'on a choisi ce mot pour un peu signer ce nouvel événement, ce nouveau rendez-vous. Voilà, très belle Ray-Ban Meta que vous avez apportée sur ce plateau. toujours en avoir une sous la main. C'est clair. Merci beaucoup, Paul Dussaillant, pour toutes ces réponses et cette vision beaucoup plus claire maintenant de l'avenir de EssilorLuxottica, ici même, donc à Monaco, à l'occasion de Switch. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et évidemment, ce Tech & Co, la quotidienne, se poursuit. On revient juste après cette petite pause. Merci d'être là.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, on attaque notre dernière demi-heure depuis Monaco, depuis cet événement organisé par EssilorLuxottica, le Switch. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir sur le plateau Angelo Arleo. Bonsoir Angelo, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes vice-président responsable des neurosciences et de la recherche médicale chez EssilorLuxottica. Et avec vous, on va explorer ce sujet qui est fascinant. Comment, EssilorLuxottica imagine pouvoir intégrer des données santé et de la prévention santé dans les lunettes. C'est formidable. Expliquez-nous déjà, première question, votre métier. Bien sûr. Bonsoir encore une fois. Alors, au sein d'EssilorLuxottica, j'ai le privilège de diriger la recherche scientifique la plus amont du groupe. Donc, on a un centre de recherche qui s'appelle Neurosciences et Recherche Médicale, qui est situé à Paris, dans le quartier de Bastille, dans un écosystème fantastique d'un point de vue à la fois scientifique et clinique, parce qu'on est dans le campus de l'hôpital des 15-20, à côté de l'Institut de la Vision, bien sûr. Prestigieux, à côté de l'Institut de la Vision, pour la recherche fondamentale dans, encore une fois, la vision et ses maladies et ses troubles, et aussi à côté de l'Institut de l'audition Pasteur. Donc c'est vraiment un écosystème parfait pour accueillir nos recherches. Et donc j'ai la chance de diriger une équipe d'une centaine de chercheurs passionnés dans des domaines pluridisciplinaires. Et donc on essaye justement à l'aide des neurosciences de transposer les connaissances scientifiques dans des solutions qui puissent aider nos patients et nos consommateurs aussi à mieux voir, à mieux interagir avec le monde, à mieux comprendre le monde. Et donc c'est passionnant. Et rendre de plus en plus intelligentes les lunettes qu'on porte. C'est ça l'idée, en fait. Alors l'idée, c'est de rendre plus intelligentes les lunettes, mais surtout dans un but de aider et de mettre le patient au centre de notre approche. Donc le but, c'est pas de faire de la technologie pour de la technologie, mais pour aider, in fine, les utilisateurs, encore une fois, à mieux interagir avec le monde. Je fais un exemple très simple. Dans le cas, par exemple, d'une amétropie, on veut aller au-delà de corriger simplement la vision. On veut, comme on dit, aider la personne à voir mieux, mais aussi à comprendre mieux l'information visuelle qui est perçue par les yeux, qui sont évidemment une fenêtre vers le monde, mais qui sont surtout une fenêtre vers la perception, vers la cognition et vers le cerveau. Et c'est là que les neurosciences deviennent importantes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre l'interface entre l'optique et le cerveau. Parce que, in fine, c'est le cerveau qui voit, c'est le cerveau qui interprète les informations visuelles et donc qui nous aide et nous guide dans tous nos comportements et dans nos prises de décision pour interagir justement au mieux avec le monde. Donc ça va au-delà de la vision, excusez-moi. Oui. Mais alors, évidemment, tout ça est passionnant quand vous dites que en fait, l'œil est un reflet, une entrée dans notre intime biologique, finalement. C'est un peu ça. Finalement, qu'est-ce qu'on voit dans l'œil, en fait ? Qu'est-ce qu'on arrive aujourd'hui à déceler ? Et j'imagine en plus qu'on n'en est qu'au début de l'histoire. C'est exactement ça. Donc on a la chance d'avoir un véritable bout de cerveau à portée de imagerie. Donc pour la première fois, on a la possibilité de imager de manière non invasive un bout de cerveau qui nous renseigne sur toutes les problématiques qu'on peut trouver évidemment aussi dans le cerveau avec des méthodes un peu plus compliquées à mettre en œuvre. Donc en faisant un fond d'œil, l'ophtalmologiste aujourd'hui qui existe depuis voilà, très longtemps en fait. Et c'est l'association de cette technique d'imagerie aussi, l'attention de l'œil. Voilà, l'attention à chaque exactement. rendez-vous. Donc on peut se concentrer exactement sur à la fois la surface oculaire et la partie postérieure, si vous voulez, de l'œil. Et les deux sont très très riches en informations qu'on ne pensait pas pouvoir avoir auparavant. Notamment sur des maladies qui vont bien au-delà des maladies oculaires et qui nous enseignent sur des maladies systémiques, comme on dit. Donc la maladie, par exemple, neurodégénérative, si on restait dans le système nerveux central, mais aussi des maladies systémiques, métaboliques, cardiovasculaires, des maladies rénales et d'autres. Donc c'est vraiment une source hyper riche d'informations dans laquelle on peut trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, qui sont des indicateurs en fait biologiques, des signatures, si vous voulez, biologiques, qui sont en mesure de nous renseigner sur des anomalies qui peuvent être soit anatomiques, soit fonctionnelles. Angelo, mais toutes ces
ces recherches sont liées aux lunettes, c'est-à-dire qu'on aura des capteurs dans les lunettes qui vont analyser le comportement de nos yeux pour déceler peut-être des débuts de pathologie, ou est-ce que malgré tout, il faudra aller chez l'ophtalmo, poser son menton sur une machine, ou là faire des examens toujours d'observation de l'œil, mais plus poussés, qui seront plus perfectionnés, on va dire. Vous êtes sur les deux... Ça, c'est une très très bonne question. Donc aujourd'hui, le domaine de l'oculomique, comme on l'appelle aujourd'hui, donc la capacité de lire dans les yeux ces biomarqueurs dont je vous ai parlé, est surtout un domaine qui relève de l'imagerie de haute précision qu'on doit donc effectuer chez les spécialistes. Donc avec un matériel spécial. Mais nos recherches, et ça c'est vraiment super intéressant, essayent de transposer ces connaissances dans la vie de tous les jours et donc de intégrer dans nos lunettes des capteurs qui pourront, dans pas longtemps, de manière continue et surtout dans la vie de tous les jours, détecter le même type ou des types différents de marqueurs. Et donc là, on est plutôt dans les marqueurs fonctionnels. Par exemple, je fais un exemple très clair. Nos mouvements des yeux, quand je vous observe ou j'observe une scène, sont aussi très très riches en informations sur des potentiels troubles neurocognitifs. Prenons l'exemple de la maladie d'Alzheimer. En regardant les mouvements des yeux d'une personne et combien, par exemple, de temps je passe pour vous fixer ou pour déporter mon attention visuelle sur une autre partie de l'espace, je peux détecter des anomalies qui, elles, sont en corrélation. Des signes, des symptômes, encore une fois, des biomarqueurs. Mais des symptômes qui sont très très faibles. Très fins. Voilà, qui sont au tout début, en fait, c'est presque les premiers symptômes de la maladie qui sont invisibles pour la plupart des gens. C'est exactement ça. En fait, on dit qu'on est asymptomatique vis-à-vis d'une maladie, mais on porte déjà des signes précurseurs, donc ces biomarqueurs, que nous, on doit détecter suffisamment à l'avance. Et c'est incroyable, en fait. Et puis c'est une excellente nouvelle, surtout. C'est une excellente nouvelle parce que si on arrive à prévenir des maladies, alors Alzheimer, on n'arrive pas à soigner cette maladie, mais peut-être qu'on pourra ralentir son évolution si on détecte en fait les premiers signes chez un sujet. C'est exactement ça. Et ça vaut pour toutes les maladies, pas seulement Alzheimer. Ça vaut aussi pour les maladies strictement oculaires, comme la déméla, comme le glaucome. Là aussi, l'œil nous permet d'accéder à ces marqueurs précoces et donc d'agir. Évidemment, on va dire à cette personne, il faut aller voir le spécialiste de cette maladie pour soigner ou pour éviter le début de la maladie. Est-ce qu'on peut faire l'analogie avec les montres connectées finalement, qui ont été on va dire un terrain de recherche incroyable, notamment pour tout ce qui est problèmes cardiovasculaires. Au début, les montres connectées, c'était simplement une prise de fréquence cardiaque, et puis après il y a eu les algorithmes, l'intelligence artificielle, on a pu faire des électrocardiogrammes, aujourd'hui on arrive à détecter des pathologies, etc., etc. Est-ce que finalement on peut faire l'analogie entre les montres connectées et cette miniaturisation et les algorithmes qui arrivent en fait sur les lunettes pour détecter d'autres maladies? Absolument. L'analogie est plus que correcte. Il y a une différence, ou plutôt, j'ai envie de dire, l'avantage d'avoir l'objet, en l'occurrence connecté, sur notre nez. Parce qu'on est à l'interface de tout ce qu'il faut pour capturer beaucoup plus. On est au carrefour de notre biométrie. C'est ça ? D'un point de vue sensoriel, on a les yeux, mais aussi les oreilles. Et les oreilles aussi sont très riches en informations. Et on peut agir d'ailleurs sur la vision et sur l'audition. Comme vous savez, on a nos solutions pour les deux. Et surtout, avec nos lunettes, on peut accéder au cerveau. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui enregistrer nos réponses cérébrales, donc nos activités cérébrales, à l'aide de nos lunettes. Et donc là, on rentre dans quelque chose que quel autre système ne pourrait pas avoir. Donc, le sensoriel et aussi la partie purement cérébrale. Est-ce qu'on peut aller plus loin et détecter d'autres pathologies de notre organisme qui ne sont pas dans le cerveau, par exemple? Oui, vous avez déjà mentionné la partie cardiovasculaire, donc on peut la faire. On peut le faire parce comme la montre. Comme la montre. Avec tout autant de précision, plus de précision. Autant de précision aujourd'hui. D'accord. Voilà, on a déjà un système qui permet de détecter des arythmies, des anomalies au niveau du cardiaque, etc., sur notre lunette. Donc, d'accord. Autant que la montre.
Pareil pour d'autres maladies, maladies que j'ai mentionné, les maladies rénales, des insuffisances rénales. On arrive à détecter des insuffisances rénales. Oui. Alors par quoi là? Par les yeux? Par des marqueurs dans les yeux toujours. Comme on disait tout à l'heure, il y a vraiment une richesse incroyable. C'est incroyable. Mais c'est vrai que par exemple les personnes qui ont des problèmes au foie ont des yeux qui changent de couleur. On pourrait imaginer aussi avoir peut-être au tout début d'une pathologie, avoir aussi des marqueurs ou des détecteurs. Non? Exactement. Là, justement, c'est ce qu'on disait auparavant, c'est la surface donc, de l'œil qui est aussi très riche en marqueurs. Un autre exemple, la concentration de glucose dans notre sang, donc le diabète. Là aussi, on peut, en regardant la surface de l'œil, détecter une concentration de glucose trop importante et donc prévenir la personne et donc d'aller voir un spécialiste, en l'occurrence de diabète. Mais Angelo, tout ça c'est formidable, c'est incroyable. Mais est-ce que ça va arriver un jour? Parce qu'on se rend compte que malgré tout, on demande beaucoup à des lunettes qui sont somme toute assez fines. Il faut qu'elles restent belles, d'accord? On ne peut pas avoir une multitude de capteurs et quelque chose qui ressemble à un masque de ski. Il faut une autonomie, il faut placer des capteurs dans tout ça. Est-ce que finalement vos rêves vont pouvoir un jour se traduire par une réalité technologique et technique? Alors, très bonne question aussi. Alors, figurez-vous que d'un point de vue technologique, la miniaturisation et l'intégration, comme on dit, de tous ces capteurs dans nos lunettes est déjà là. Dans nos laboratoires de recherche et développement, notamment à Milan, on a déjà tout ça intégré dans nos lunettes. Et de manière très esthétique, d'ailleurs. C'est pas des gros trucs horribles? Non. D'accord. La difficulté, ou plutôt la chose importante aujourd'hui, c'est de valider cliniquement l'utilisation de ces capteurs. C'est-à-dire qu'il vous faut les certifications, c'est ça? Alors, il faut une étude clinique pour chacune des maladies. D'accord, oui. Pour ça, c'est notre travail. Ça marche. Voilà. C'est parce qu'on veut vraiment ancrer toutes nos innovations dans la science et dans la validation clinique. Donc, c'est important que chacune de ces innovations technologiques soit validée sur 2-3 ans, sur une population importante de personnes saines versus, par exemple, des personnes souffrant de diabète. Et ça prend du temps. Un temps qui est nécessaire pour donner à cette innovation technologique la crédibilité scientifico-clinique pour qu'on puisse dire c'est utile pour le patient. Et ça peut arriver dans combien de temps, ça, à votre avis? Quand on suit le calendrier? Sûrement dans les 5 ans. Dans les 5 ans? Ah oui. Donc dans les 5 ans, je pourrais aller chez mon opticien et acheter des lunettes qui auront des capteurs qui pourront de temps en temps vérifier ma santé au quotidien et m'alerter dès qu'il y a, on va dire, une anomalie. Exactement. Et quand vous parlez de tous ces diagnostics vraiment préventifs, est-ce qu'on peut imaginer une seule paire de lunettes avoir tous ces marqueurs, en fait, toutes ces détections? Alors la réponse est encore une fois oui. L'idée c'est de ne pas activer tous ces capteurs en même temps, parce que sinon il y a une problématique d'autonomie de batterie. Voilà. Mais on pourra les activer. Parce qu'on n'est peut-être pas obligé d'avoir tous les jours un check-up spécifique. Exactement. Donc on peut les intégrer, après les activer en fonction du besoin de la fréquence. Si je vais plus loin encore, est-ce qu'on peut imaginer avoir aller chez un médecin ou un personnel de santé qui nous mettant un masque ou quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, on puisse aller encore plus loin sur des diagnostics et sur des pathologies naissantes, à votre avis? Alors la réponse est oui, dans le sens un check-up finalement quasi global, simplement. Sans être vraiment très embêtant, finalement, simplement avec... Vous avez une intuition parfaite, parce que un de nos ambitions, c'est d'avoir justement une plateforme, comme on dit, là pour le coup, non pas sur lunettes, mais chez un spécialiste et un professionnel de santé, qui pourra de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus avec un large spectre de maladies, mais en un temps très réduit et de manière non invasive, surtout ça c'est important, détecter bien plus que la vision. Faire un check-up finalement, peut-être une fois par an. On n'est pas obligé peut-être de le faire tous les mois. C'est vraiment un de nos projets phares et j'espère que là aussi on pourra le mettre à disposition des professionnels de santé dans pas longtemps. Là vous en êtes où? Ça marche? Alors, on est au niveau du prototype. D'accord. Voilà. Et ça pourra arriver là aussi dans quelques années? Ah oui, bien sûr. Oui.
l'idée c'est d'accélérer, comme on dit, la mise sur le marché de nos innovations. Donc oui, l'idée est toujours d'aller vite, mais surtout, encore une fois, j'insiste, avec une validation et une crédibilité scientifique à la carte. D'où mon rôle, hein. C'est ça mon rôle à la fin, je réponds à votre question. Mon rôle, c'est vraiment de donner la caution scientifique à toutes nos innovations. Je tiens parce que c'est mon monde aussi, c'est la recherche scientifique. Je viens d'un monde de la recherche académique et donc je tiens à garder ce cap bien clair. Voilà, on est à l'aube d'une vraie révolution, mine de rien, hein, de diagnostic de maladies de manière beaucoup plus rapide, fluide, finalement, qui pourrait intéresser un plus grand nombre. Merci beaucoup, Angelo, c'est passionnant. Merci à vous. Vous êtes donc vice-président responsable des neurosciences et de la recherche médicale chez EssilorLuxottica. Encore un invité dans un instant. On va parler encore une fois de la stratégie des opticiens qui mettent en place avec mon invité qui est là tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne depuis Monaco, depuis cet événement Switch. On arrive à la fin de ces 2 jours, donc, pour découvrir ce gros événement organisé par EssilorLuxottica. On va conclure par mon dernier invité, c'est le patron de Chris, Sylvain Pierson est avec nous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Merci d'être là. Très heureux de terminer en fait ces 2 journées ici avec vous. Chris qu'on ne présente plus, mais malgré tout, j'aimerais bien que vous nous présentiez Chris, parce que tout le monde connaît Chris, mais présentez-nous un peu cet opticien. Aujourd'hui, combien de boutiques? À qui vous adressez-vous? On vous écoute. Alors Chris, c'est l'enseigne amirale d'une coopérative qui s'appelle Chris Group, qui représente aujourd'hui pas loin de 19% de part de marché en France, qui compte bientôt 1700 magasins sous 3 enseignes, Chris, Optique et Audition, Collectif des Lunetiers, Youdou. Une enseigne qui se porte bien. On a fait 5% de croissance en optique l'année dernière et on a fait plus 32% également en audition. On est plus petit en audition, on représente à peu près 3% du marché aujourd'hui sur l'audition. Hier, nous recevions Eric Plaque, vous connaissez bien, qui est votre collègue et néanmoins concurrent d'Atoll, qui disait que le marché de l'optique était un peu compliqué. Il y a eu un pic de vente après le Covid et puis une redescente là. Vous vivez aussi ce même schéma ou c'est différent chez vous ? Eh bien, nous, on est en forte croissance en ce moment. On a ouvert précisément 72 magasins d'optique l'année dernière. On a ouvert également 87 nouveaux centres d'audition. Donc en pleine croissance et d'ouverture de magasins. Voilà, en effet, dans un marché qui effectivement plafonne depuis quelques temps. Très bien. Intéressant pour vous d'être là dans ce rendez-vous Switch. C'est intéressant de voir un peu le pivot d'Essilorluxottica qui... en plus de faire des montures et des verres, aujourd'hui s'intéresse à des sujets comme la connectivité, la santé, etc. C'est assez intéressant, non ? C'est intéressant, c'est enthousiasmant, c'est très inspirant, effectivement, de voir l'acteur de référence de l'industrie optique qui engage une transformation suivant une vision qui est très cohérente avec la nôtre. On est convaincus, nous aussi, que l'opticien va avoir un rôle en matière de santé plus étendu qu'aujourd'hui. On fait le pari, comme EssilorLuxottica, que les lunettes connectées, les lunettes intelligentes vont poursuivre leur percée, qu'elles vont faire l'objet d'une adoption massive. Donc c'est un très bel événement. On est très heureux d'avoir passé ces quelques jours ici avec EssilorLuxottica. Alors les lunettes connectées, justement, vous en parlez beaucoup parce que c'est un sujet. Vous vendez, j'imagine, déjà des lunettes connectées. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout comme vos collègues d'Afflelou, vous sortez vos propres lunettes connectées. Donc vous y croyez vraiment ? Alors effectivement, on y croit vraiment. On sort le mois prochain un produit qui s'appelle Smart Signature Chris. Donc ce sont des lunettes qui embarquent non seulement le son, la possibilité de passer des appels, d'écouter de la musique, mais aussi la vidéo et la photo. C'est en fait des lunettes de sport que vous pouvez porter pour le vélo, pour la course, et qui vous permettent d'avoir tout un tas d'usages connectés avec un prix plus bas. Alors certes, on s'adresse à des usages, à une partie des usages auxquels répond par exemple au Clémeta, mais avec un prix différent. Donc on est sur un produit complémentaire en entrée de gamme sur le marché des lunettes connectées. Finalement, vous faites peu ou prou ce que font les Ray-Ban Meta, hein. L'audio, la caméra, la vidéo. Il y a peut-être l'IA en moins ? Il n'y aura pas d'IA en fait. Il n'y a pas d'agent conversationnel. Il y a de l'IA dans le fait qu'on a un montage automatisé, des moments forts captés par ces lunettes connectées, mais on n'a pas encore un agent embarqué dans ces lunettes. Mais on a ce produit n'est que le début de l'histoire que nous voulons écrire sur ce sujet.
Oui, parce que c'est vrai, alors c'est une nouveauté pour vous, mais quand on écoute un petit peu là les prévisions et les projections sur les lunettes connectées, c'est presque de la préhistoire que d'avoir de l'audio et une caméra en fait. Vous y croyez vraiment aux lunettes connectées? Est-ce que c'est le nouvel Eldorado d'un métier comme le vôtre, celui d'opticien? Je pense, alors c'est indéniablement aujourd'hui un levier de croissance de plus en plus significatif. Et je pense que c'est de toute façon l'avenir de notre métier. On a la conviction chez Chris Group que ces produits vont faire entrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien comme un outil qui va nous accompagner dans nos habitudes, qui va nous permettre non seulement d'avoir une correction, voire même de la prévention des troubles de santé visuels, mais qui va aussi nous permettre d'augmenter notre performance visuelle, d'augmenter notre performance auditive et même notre performance mnésique, par exemple. Finalement, ces équipements sont un peu des extensions de cerveau, des exhausteurs de présence au monde, si vous voulez. Donc on y croit beaucoup. Oui, c'est dingue. On se croirait dans un film de science-fiction quand vous racontez tout ça. On va mieux voir, mieux entendre. C'est dingue. Et mieux retenir, mieux comprendre l'environnement dans lequel on évolue. C'est effectivement une rupture qui peut être. Mais cela dit, est-ce que c'est pas un nouveau métier pour vous? Absolument. C'est un nouveau métier pour nous. C'est un nouveau métier pour les 700 personnes qui se trouvent dans nos points de vente. Ils sont prêts à. Alors vous n'allez pas me dire non, hein, ça c'est clair. Mais malgré tout, voilà, c'est aussi un vrai virage que ils doivent prendre en termes de formation, de compréhension en fait de ces nouveaux produits, non? Absolument. Alors on y arrive petit à petit. On a déjà beaucoup de magasins qui sont en pointe sur la vente de ces produits. Mais on a effectivement un effort important en matière de formation pour apprendre à nos collaborateurs non seulement à comprendre ces produits, leurs fonctionnalités, leurs spécificités, mais aussi à poser les bonnes questions aux clients pour faire en sorte que quiconque vient chez Chris trouve produit qui convient précisément à ses besoins et reparte pleinement satisfait de ce qu'il aura acheté chez nous. Les lunettes connectées, on voit que donc il y a une espèce d'engouement. Les Ray-Ban Meta se sont bien vendus. Vous avez même remarqué vous-même dans vos magasins une montée en puissance de la vente de ces lunettes. Oui, tout à fait. Donc on est au début en fait de cette histoire-là. On est seulement au début, effectivement. La prochaine étape, c'est quoi à votre avis? C'est les écrans en surimpression, un peu de style holographique. On voit que Meta a déjà sorti une paire de lunettes, les displays qui permettent ça. On tend vers cette direction avec des informations complémentaires sur les lunettes ou pas forcément? Moi, je serai pas prophète en ce domaine. Il y a des produits très bien conçus qui sont arrivés déjà, qui sont en train d'arriver. On va voir ce que ça donne. On va apprendre nous-mêmes, on va tester avec quelques opticiens, quelques adhérents de notre coopérative, les clients que ces produits intéressent. Bêta-testeurs On a quelques bêta-testeurs et puis on va aussi tester en conditions réelles. Hein. On va avoir quelques magasins pilotes qui vont tester quelques-uns de ces produits et puis on verra ce que ça donne effectivement. Pour le moment, les lunettes intelligentes n'embarquent pas cet affichage dans le champ de vision, mais il est possible que ça réponde peut-être dans un premier temps à des besoins de niche, des besoins peut-être professionnels, et que là aussi il y a une percée qui finisse par s'installer avec des produits qui tendent en termes de style, de portabilité, de facilité d'usage au quotidien, et bien finalement auront la même percée que celle qu'on a observée pour les Ray-Ban Meta et Oakley Meta. Tout à l'heure, vous disiez aussi que vous aviez une expertise dans l'audition. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que la technologie aussi va révolutionner l'audition, en fait, et l'amélioration de l'audition? C'est déjà le cas. On voit que, en fait, toutes les aides auditives depuis de nombreuses années intègrent énormément de technologies, absolument, notamment de miniaturisation, parce que l'objectif c'était qu'on ne les voit pas. Mais est-ce que là aussi il y a on va dire une vague déferlante d'innovation dans ce domaine qui arrive? En tout cas, on peut tout à fait l'imaginer parce que les aides auditives peuvent être des plateformes pour un infini de services
de fonctionnalités innovantes alimentées par l'intelligence artificielle qui vont permettre aux porteurs d'avoir, là encore, de la traduction en temps réel, d'avoir des usages, des interactions avec le monde qui vous entoure beaucoup plus poussés que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc absolument, je pense que l'audition aussi est promise à une transformation profonde du fait de la démocratisation de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que les deux se marient aussi, c'est-à-dire qu'il y a des lunettes qui améliorent l'audition. Absolument, absolument, et on l'a vu notamment avec Nuance chez EssilorLuxottica. Vous avez des produits qui, je dirais, augmentent vos sens, la vision, l'audition, et pourquoi pas d'autres encore dans un futur proche. Sylvain Pierson, on voit aussi que ce métier est attaqué de toutes parts par on va dire des boîtes qui n'étaient pas avant dans ce métier-là. Ray-Ban Meta, notamment. On sait qu'Apple prépare ses lunettes. Et Apple, je suis pas sûr qu'ils vendent leurs lunettes chez vous. Ils vont les vendre dans leurs Apple Store, sans doute. Je peux me tromper. Mais il y a aussi Samsung qui s'apprête à lancer des lunettes. Est-ce que c'est pour vous une menace, le fait d'avoir tous ces nouveaux acteurs qui mènent leur vie sur un segment, sur votre segment, ou pas ? C'est incontestablement un défi. Nous, on s'efforce avec les produits d'Essilor-Luxottica et Meta de construire une légitimité qu'on entend faire valoir auprès de ces nouveaux entrants et une expertise que d'autres acteurs de la distribution de ces produits ne maîtriseront pas forcément aussi bien que nous. Donc, cela dit, Apple vend ses montres connectées dans les magasins et ça marcherait bien en fait. C'est vrai, et pas chez des horlogers. Et pas chez des horlogers. Mais écoutez, l'histoire n'est pas encore écrite. Donc, vous savez, Samsung par exemple a formé un partenariat avec Google et avec Warby Parker, Gentle Monster, Kering. Donc, il y a finalement on peut imaginer que ces acteurs de la tech réalisent l'importance qu'il y a à se rapprocher d'acteurs plus traditionnels, en tout cas des acteurs de l'optique et de la lunetterie. Dont c'est le métier. Parce que pour qu'un produit soit portable, il faut qu'il soit beau, c'est quand même un produit qu'on va avoir sur le visage, il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il réponde aux besoins de santé visuelle et de confort visuel du porteur, et tout ça touche à des savoir-faire que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Le futur va être très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes le patron de Chris et directeur de la stratégie de l'innovation et de la RSE seulement. Pardon, directeur de la stratégie de l'innovation de la RSE. Toutes mes excuses. Et ce qui est intéressant, c'est que vous sortez donc dans les prochains jours ces premières lunettes connectées made in Chris en quelque sorte. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour terminer donc ce Tech & Co, la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée, on se retrouvera très vite, bien évidemment. Je vous rappelle les replays et les podcasts de cette émission qui vous attendent. On a été ravis de vous retrouver ici à Monaco pour cet événement Switch depuis 2 jours. À très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.